Bonjour Bonjour, Tom. bonjour Christelle. Nous voici au cinquième Citrep, hein, Cinquième déjà, sauf oui. erreur, hein, cinquième. On C'est est ça. le 10 septembre, veille du 11 septembre, date Voilà. qui évoque beaucoup de choses pour beaucoup de monde, hein. Mm. Et nous, on va s'occuper de ce qui se passe dans le Donbass. Et c'est toi qui vas nous donner toutes ces informations-là. Alors, je sais que tu as un peu organisé les choses pour que on puisse plus facilement retrouver les informations Voilà. sous le forme d'un sommaire, hein, puisque Voilà. à deux reprises, Erwan Castel nous a donné un petit peu un coup de main Voilà. Pour pour structurer un petit peu les deux morceaux de chaque épisode. voilà, Donc là, cette fois, on a un petit peu préparé les choses pour que ce soit plus simple. Donc absolument. normalement, les gens devraient retrouver un sommaire directement dans les descriptifs des vidéos YouTube. Voilà, que Erwan Castel va nous fournir probablement prochainement, puisque depuis deux Citrep, il nous offre en fait son temps précieux pour nous donner ce sommaire que je m'empresse de copier justement dans la description des vidéos sur YouTube. Voilà, à toi Christelle. Alors, donc, sur la semaine écoulée, malgré le nouveau cessez-le-feu entré en vigueur le 1er septembre, l'armée ukrainienne a tiré à 526 reprises sur le territoire de la République populaire de Donetsk, ce qui nous fait tout de même 75 bombardements par jour. Bon, s'il y en a qui appellent ça un cessez-le-feu. Oui, c'est ça. D'ailleurs, on voit très clairement une augmentation visible depuis en fait le 2 septembre. Donc je vais partager mon écran pour montrer l'écran. Voilà. Donc voilà, ça c'est la courbe depuis le 1er septembre, hein, donc date d'entrée Voilà, en un petit vigueur peu de du temps. cessez-le-feu. Bon, déjà on était déjà à 10 le jour même. Bon. Un petit zoom peut-être, un Un peu petit plus, zoom. Attends. histoire de bien, voilà, Voilà. c'est pas mal. Donc on est resté encore à des niveaux, on va dire, anecdotiques les 2 premiers jours du cessez-le-feu. On a déjà multiplié par 4 dès le 3 septembre, on était déjà à 40. On s'est stabilisé autour de 50 le 4 et 5 septembre. Et on a de nouveau multiplié par 2 le 6 septembre, on est déjà monté à 102. Et là, on était avant-hier à 138. Donc j'ai pas encore les chiffres pour hier, mais je pense que ça doit être à l'avenant. Oui, la tendance est clairement à l'augmentation, quoi qu'il arrive, quoi. Voilà. Donc les zones touchées sont les mêmes qu'habituellement. Hier, ils ont aussi lourdement bombardé le village de Spartak, qui est ici, au nord de Donetsk, donc près de l'aéroport. Montre-nous où est Donetsk à peu près. Alors Donetsk est là, c'est tout cette énorme Agglomération, ça, oui. Voilà, tout ça c'est Donetsk. Enfin, même jusqu'ici, parce que le district de Petrovski fait aussi partie de Donetsk. D'accord. Donc, tout ça. Toute la partie agglomération, là. Voilà, D'accord. qui est ici, là, en zone centrale, et même encore ici. D'accord. Ici, on a Staromikhaïlovka, mais Petrovski, c'est encore Donetsk. Donetsk. Donc, hier, Spartak, ils se sont pris du 122 mm sur la tête. Tout ça, c'est à côté de l'aéroport, hein, c'est ça? Voilà, hein c'est juste à côté de l'aéroport. Hein. Vraiment, Spartak, tu as la vue sur les pistes de l'aéroport et le nouveau terminal, enfin, qui est maintenant un champ de ruines. Mais donc voilà, donc ça c'est les zones où ils ont bombardé lourdement. Ils ont bien sûr bombardé Yassino-Vataya, et puis les zones habituelles comme Sakhanka et le sud. Donc, suite à ces bombardements, il y a eu une victime cette semaine. Un soldat de la République populaire de Donetsk a trouvé la mort le 7 septembre dans le quartier de Trudovski, qui fait partie du district de Petrovski que j'ai montré un petit peu plus tôt, à l'ouest de Donetsk. Et plusieurs habitations ont été endommagées. Dans la nuit dernière, ils ont bombardé principalement donc Sakhanka, Kominternovo, Trudovski, Alexandrovka, Yassino-Vataya et Zaitsevo, avec des mortiers de 82 et 120 mm. Et donc je disais un petit peu plus tôt, le village de Spartak avec de l'artillerie de 122. Donc c'est quand même du lourd. Hein. Ça c'est interdit par les accords de Minsk, ça devrait même pas se trouver là. On note aussi que si les bombardements ont diminué en nombre, ils sont désormais beaucoup plus ciblés
sur les zones civiles, les infrastructures vitales, genre réserve d'eau, station d'épuration, ce genre de choses, grâce à la correction de tirs opérés par les drones de reconnaissance. Donc on en voit de plus en plus dans le ciel. L'armée ukrainienne les utilise de plus en plus pour corriger ces tirs. Les services de renseignement de la RPD, eux, continuent d'enregistrer l'accumulation des forces ukrainiennes près de la ligne de front. Bon, voilà, on peut bien voir que pour le règlement pacifique, on repassera. L'OSCE, bon, a l'air de se réveiller un petit peu, enfin, ce serait peut-être temps. Lors d'une conférence de presse à Kiev, Lamberto Zanier, le secrétaire général de l'OSCE, a déclaré que sur base des informations venant des observateurs sur place, il n'y a pas de troupes russes dans le Donbass. Donc là, je pense qu'il y a un petit paquet de souteneurs pro-Ukrop qui vont s'étouffer avec leur Vareniki. L'OSCE qui a aussi appelé l'Ukraine à mener une enquête sur la voiture de leurs observateurs qui a brûlé à Ivano-Frankivsk et sur les menaces dont les observateurs ont fait l'objet côté ukrainien à plusieurs reprises. Donc il faut savoir que plusieurs fois, les observateurs de l'OSCE se sont retrouvés menacés par des soldats ukrainiens avec des armes, je dirais avec des armes à feu. C'est-à-dire que même leur relative passivité dans le Donbass n'est pas considérée comme étant suffisante. Ah non, c'est clair, ils sont régulièrement traités de pro-russes dès qu'ils dénoncent les saloperies de Kiev, donc... c'est hallucinant. Voilà, donc pourtant, je veux dire, ils sont quand même pas d'une grande efficacité pour défendre la population ici. Ouais, mais c'est jamais assez, visiblement. Non. Même l'ONU, d'ailleurs, a aussi reconnaître que la situation s'aggrave. En annonçant que le mois d'août 2016 avait été le plus meurtrier pour les civils du Donbass depuis un an. Donc si on lit entre les lignes, ça veut dire que pendant le mois d'août 2016, l'armée ukrainienne a tué plus que durant n'importe quel autre mois des 12 derniers écoulés. Voilà. Donc, quand on enlève tout le politiquement correct, c'est ce qui ressort de ce rapport de l'ONU. La triste réalité, malheureusement. Voilà. Donc si on regarde maintenant un petit peu tout ce qui est accord de Minsk, situation on va dire politique, suite à cette nouvelle dégradation de la situation, à peine le nouveau cessez-le-feu mis en place, Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, a demandé une mise en œuvre urgente des accords de Minsk. La Russie est bien consciente qu'à cette allure, si c'est pas fait, les hostilités reprendront à grande échelle. Voilà, donc là, soit ils se décident rapidement à le faire, soit ça veut dire que les accords de Minsk sont définitivement enterrés, même si je crois que toutes les personnes un tant soit peu sensées se doutent bien qu'ils ont été enterrés le jour même où ils ont été signés. Oui. Voilà. D'ailleurs, la Russie, on a un petit peu marre d'attendre que certains se bougent. Et donc elle semble avoir décidé de ne plus attendre que l'Union européenne, la CEDH, donc la Cour européenne des droits de l'homme, et l'ONU fassent enfin leur travail. Et elle a pris les devants. Elle a lancé une procédure pénale contre plusieurs ministres et responsables de l'armée ukrainienne pour crimes de guerre et génocide. Est-ce que c'est la réponse du berger à la bergère, j'allais dire? C'est-à-dire que la justice ukrainienne a lancé des poursuites contre le ministre des Affaires de la Défense russe. De la Défense, voilà, Sergueï Shoïgu. Donc je pense c'est même plus que ça. C'est-à-dire que non seulement c'est une réponse du berger à la bergère, mais bon, la plainte contre Shoïgu, elle tient pas la route 2 minutes. La plainte russe, par contre, là, ils ont quand même regroupé 22 000 victimes. Ils ont interrogé 130 000 personnes. Et ils ont regroupé tout ça en une seule plainte. Contre le ministre de la Défense ukrainien Stepan Poltorak, le chef de l'état-major ukrainien Viktor Mouzenko, l'ancien commandant des forces terrestres Anatoly Pouchniakov, l'actuel commandant des forces terrestres Sergueï Popko et le commandant de la garde nationale Yuri Alerov. Donc là, c'est vraiment, c'est pour des crimes de guerre et génocide. Donc là, c'est étayé. Ils ont 130 000 personnes entendues soit en tant que victimes, soit en tant que témoins, qui étayent cette plainte. Donc ça, c'est clairement, pour moi, un préparatif à un futur tribunal pénal international. Un TPI débarrassé de l'influence néfaste américaine, otanesque, etc. Je pense que après que Slobodan Milosevic ait été innocenté 10 ans après sa mort, je crois que la Russie s'est dit bon,
puisqu'ils sont pas capables de faire le boulot eux-mêmes, on va lancer la procédure. Innocent après sa mort, sachant qu'on lui avait refusé des soins alors qu'il avait des Qui aurait problèmes pu sauver, cardiaques. voilà, Hein, il avait des problèmes de santé. Donc là, c'est clair que la Russie a dit bon, vous avez fait le sketch une fois, maintenant on va faire le travail. C'est comme pour le crash du MH17 où le rapport, enfin l'espèce de pré-rapport qui avait été fait par la commission d'enquête menée par les Pays-Bas n'a satisfait ni la Malaisie ni la Russie, qui ont donc décidé de s'associer ensemble pour mener une enquête de leur côté et qui remettront leur rapport encore cette année, si je me souviens bien. Donc, il semble que la Russie ait décidé d'arrêter de compter en fait sur la justice internationale ou des pays occidentaux. Puisqu'ils sont pas capables de faire le travail, ben on va le faire nous-mêmes. La Russie est très patiente, mais il faut pas la pousser non plus trop dans les orties, je dirais. Voilà, hein, elle est patiente, mais faut pas pousser mémé non plus. Hein. À un moment, la patience, elle est pas infinie, hein, contrairement à la connerie humaine. Ouais. Surtout que là, il y a des dégâts et puis surtout des victimes. Hein. Il y a des victimes, beaucoup de victimes, donc nombre de victimes d'ailleurs que l'ONU sous-estime grandement. Hein. Ouais. Il y a bien plus que 10 000 morts civiles, tu peux compter au moins le double. Et si tu rajoutes tous les militaires, on dépasse les 50 000 victimes. Les militaires une grande partie des militaires qui n'ont jamais été déclarés comme morts, mais plutôt comme disparus, et qu'on retrouve dans des fosses communes, des choses comme ça. Parce que le bilan est tellement catastrophique que présenter ça à la population ukrainienne, ça aurait tendance à dévaloriser en fait la propagande. Et à démoraliser totalement les soldats qui restent encore. Ça, voilà, c'est clair. exactement. Ça arrangerait pas leurs affaires. Hein. Quelque chose d'un peu dans la poursuite, on va dire, de la construction de l'État au sein des deux républiques populaires. C'est pas parce que l'Ukraine n'applique pas les accords de Minsk que les républiques populaires ont décidé d'attendre ad vitam aeternam. Ah oui. Donc elles ont lancé les primaires en vue des élections qui doivent avoir lieu, que l'Ukraine applique les accords ou non. Très bien. La procédure de candidature a été clairement annoncée dans les médias. Alors, petit truc intéressant, les candidats doivent avoir, entre autres, un casier judiciaire vierge. De quoi inspirer chez nous, je sais pas. Hein. Oui, c'est très clair, oui. On aimerait bien voir ce genre de choses aussi, effectivement, là. Je viens de savoir qu'un certain Cahuzac, en 2007, avait déjà été condamné sans peine pour un emploi fictif, je crois. Voilà. Pour un sans-papier. De toute façon, on regarde la plupart des politiciens en France, je pense qu'il n'y en a pas un qui a un casier judiciaire vierge. Hein. Ils se tiennent tous par la barbichette de ce point de vue. Je pense que chacun a un dossier sur l'autre et c'est pour ça que... C'est pour ça. Mais donc voilà, un petit truc intéressant hein, pour montrer que les républiques populaires sont vraiment des républiques populaires et essayent vraiment de faire les choses correctement. Donc ils exigent des gens qui postulent aux élections de ne pas avoir de dossier pénal dans le placard. Et ils doivent aussi récolter des signatures de soutien de la part de citoyens de la République pour pouvoir briguer le... D'accord. Tout à fait. C'est pour éviter d'avoir des candidatures farfelues, des gens pas très sérieux. Hein. Le but, c'est d'avoir des gens qui ont vraiment des chances d'attirer des suffrages. Des observateurs internationaux seront présents pour s'assurer que ces primaires ont lieu selon les normes du droit international. Donc des politologues, des gens des mouvements politiques en Europe ont été invités, entre autres des mouvements de jeunesse. Donc, je sais qu'il y en a certains en France qui vont venir. D'accord. Donc ils vont venir observer ces primaires qui auront lieu le 2 octobre. Très bien. Voilà. Et donc d'ores et déjà, le politologue finlandais Johan Beckman, qui a assisté à la mise en place du processus en fait des primaires, la mise en place de la loi, etc., a déclaré que la loi concernant ces primaires et tous les aspects techniques étaient conformes aux standards internationaux en termes d'élection. Donc ils sont plutôt bien partis pour montrer que ils n'ont pas besoin d'attendre après l'Ukraine pour faire les choses et pour les faire correctement. Surtout que l'Ukraine n'a absolument pas l'intention de les laisser faire, donc non. Déjà, l'Ukraine, là, j'ai vu aujourd'hui, ils ont déclaré qu'ils n'allaient pas organiser les élections pour la Douma russe sur leur territoire. Je voudrais même vérifier si c'est même légal, ça, tu vois, parce que c'est juste dément, quoi. Enfin, donc tous les expatriés russes qui vivent en Ukraine ne pourront pas voter. Ouais. Ça me...
C'est une honte. Je pense qu'à part dans les pires dictatures, ça n'a jamais dû arriver depuis les 50 dernières années. Hein. C'est une mesure de vexation, je pense que c'est ça en fait. Hein. C'est vraiment ridicule. Là, on touche le fond au niveau de la bêtise. Hein. C'est clair. Alors, au niveau économie, pour donner une petite idée du gouffre qui se crée de plus en plus entre les habitants ukrainiens et ceux de la République populaire de Donetsk. Donc, il y a un petit journal de Donetsk qui a fait un petit comparatif. Donc, c'est le Donetskaya Respublika. Ah, c'est sympa ça. De Donetsk. D'accord. Voilà, donc ils se sont amusés à faire un petit comparatif entre les tarifs d'électricité en Ukraine et ceux dans la République populaire de Donetsk. Voilà. Alors, oui, approche un peu. Voilà. Ouais. Donc après je vais expliquer. Hein, d'accord. Oui, parce que c'est. Oui, et bon, c'est juste pour montrer hein. que voilà, c'est pas du fake, hein, ce dont je parle, c'est étayé. Je tiendrai le scan à disposition pour ceux qui le voudront. Oui. Ils sont amusés à calculer en fait ce que coûterait une consommation électrique de 250 kWh oui. des deux côtés de la ligne de front. Et bah, le verdict est sans appel. Donc côté Donetsk, on aurait une facture d'à peu près une soixantaine de roubles, 59 roubles 25, alors que côté ukrainien, on est à 529 roubles. Ouh. 3 fois et demi celle de la République populaire de Donetsk. Ouais. Donc voilà, hein. Donc je crois que... Donne-nous une estimation du rouble par rapport à l'euro. Alors, il faut... on doit être à quoi, 72, 73 roubles pour 1 euro à peu près. Donc ça veut dire que 250 kWh, il coûte même pas 1 euro ici en République populaire de Donetsk. Ouais. Et il en coûte 7 côté ukrainien. Quoi. Donc c'est même plus que 3,5 à la limite, non? C'est même... non, c'est 100 roubles, on a fait 100 roubles d'un côté ou 60? Non, 118 roubles, pardon. J'ai vu 118, d'accord. On avait 118 roubles 50 d'un côté et 529 de l'autre. Donc presque 2 euros les 250 kWh. 2 euros, voilà, presque 2 euros côté RPD et donc 7 côté Ukraine. D'accord. Et le salaire moyen en Ukraine, il est de 200 euros, quelque chose comme ça? Ouais, je crois même qu'il a même dû descendre encore en dessous. Je crois qu'il devait être à l'équivalent de 150 $, si je te dis pas de bêtises. D'accord. Donc ça donne une idée. Hein, quand même. Donc ça fait 120 euros, 120, 130 euros, c'est ce qui est très faible, hein. Très faible. Très faible. Donc voilà, quand tu rajoutes après l'eau, le gaz, l'eau chaude, bon, tu vois que les gens, il ne leur reste pas grand-chose à la sortie pour vivre. Hein. C'est clair. Voilà. D'ailleurs, à cause de sa politique russophobe, l'Ukraine vient d'admettre que là, elle a perdu 15 milliards de dollars en 1 an suite à la chute vertigineuse de ses exportations vers la Russie qui ont donc été divisées par 5. Voilà, ça c'est fait. C'est pour tous ceux qui pensaient encore que l'Ukraine pourra se relever de la situation actuelle. Quand on se met quand on se met une balle dans le pied, de toute façon, le résultat, il arrive à un moment ou à un autre. Hein. Voilà, donc sachant que 15 milliards de dollars sur 1 an, c'est énorme. Hein, le PIB ukrainien, il s'est déjà bien contracté ces 2 dernières années. Alors, je crois qu'en 2014, il me semblait bien que la dette ukrainienne était de cette hauteur-là. Ouais, plus ou moins. Hein, je ne sais plus en plus si celle-là, elle comptait les 3 milliards qui doivent à la Russie ou pas. Alors, c'est la Russie qui avait proposé en fait à l'époque de verser 15 milliards d'euros à l'Ukraine pour pouvoir résorber ses dettes. À l'époque, c'était Yanukovych qui était à la C'était présidence. Le deal qui a été refusé, qui a été refusé par Poroshenko, qui a préféré prendre l'Union européenne, qui leur verse des miettes, et puis ils se sont fermés totalement le marché russe. Voilà. Donc là, ils viennent de se rajouter 15 milliards de plomb au niveau de leur dette. C'est énorme, hein. C'est vraiment énorme. Hein. Là, ils vont couler, hein. Là, c'est pas possible. Hein, je veux dire. La Russie était leur principal marché d'exportation. Donc, là, vraiment, c'est de la débilité profonde. Comme diraient les Russes, c'est du débilisme. Oui. Là, il faut créer pratiquement un néologisme pour... c'est ça, hein. Ah bah c'est un mot qui existe en russe, débilisme. L'état de débilisme. Ok, donc ça existe déjà. C'est du débilisme, ça existe. Donc on le traduit en français littéralement, c'est du débilisme. Voilà. Je pense qu'il n'y a plus d'autres termes pour l'Ukraine. Là, je crois que c'est le plus approprié.
Ici, cette semaine, donc plutôt société, ont eu lieu les cérémonies commémoratives les 7 et 8 septembre, célébrant les 73 ans de la libération du Donbass pendant la Seconde Guerre mondiale. Les vétérans étaient à l'honneur et à Savour-Mogila, une grande cérémonie a eu lieu. Donc ce grand monument qui a été bâti en l'honneur des libérateurs du Donbass et qui a été démoli lors des débuts de la guerre en 2014 à cause des bombardements ukrainiens. C'est ça. Donc tout le bâtiment a été, il y avait une énorme tour avec une statue, tout a été abattu par les bombardements. Et il y a eu une très très grande cérémonie là-bas avec l'église orthodoxe et le président de la République populaire de Donetsk, rappelant les hauts faits de ceux qui ont libéré le Donbass par 2 fois en reprenant cette colline aux nazis. Donc il y a eu une première cérémonie en bas de la colline et une en haut où se trouvent les tombes de certains des soldats qui sont morts en fait pour reprendre Savour-Mogila à l'armée ukrainienne il y a 2 ans. D'accord. En fait, voilà, c'est un remake de la Seconde Guerre mondiale à cet endroit-là, quoi, en fait. Exactement, par 2 fois, à 71 ans de distance à l'époque, puisque c'était en 2014 qu'a eu lieu la bataille de Savour-Mogila. Donc à 71 ans de distance, ils ont rejoué la même avec les mêmes ennemis en version ukrainienne, quoi. C'est vraiment un mauvais remake. Hein. Là, on a vraiment l'impression que l'histoire elle bégaye de plus en plus. Hein. Clair. Plus ça va, plus on regarde. Il ne faut pas s'en étonner puisque une partie de l'armée ukrainienne maintenant est composée de bataillons néo-nazis. Hein, donc, un quart, 25%, voilà. 25% des forces armées qui sont sur la ligne de front ici, côté ukrainien, sont des bataillons nationalistes voire nazis. De fait, soutenus par la France, l'Allemagne, les États-Unis, puisqu'ils ne disent rien sur les comportements comme Hitler il y a 80 ans. Hein. C'est ça, oui. Je veux dire, à la fin d'un de mes articles, j'ai remis une fameuse phrase de Churchill qui disait « Vous aviez à choisir entre le déshonneur et la guerre, vous avez choisi le déshonneur, vous aurez la guerre. » Absolument. Malheureusement, cette phrase est toujours d'actualité et on a des dirigeants aussi lâches qu'à l'époque et on va aller vers le même désastre. Absolument. Il faut le pendant ce temps-là, à Kiev, donc, on avait dit la dernière fois qu'on inaugurait ce petit moment. Donc là, j'ai 2 choses pour pendant ce temps-là à Kiev. Des médecins ont entamé une grève de la faim à Kiev pour protester contre la réforme de la politique de santé ukrainienne qui se solde par des fermetures d'hôpitaux et l'effondrement total du système de santé ukrainien. Des réformes qui sont d'ailleurs très certainement poussées par les bailleurs de fonds, hein, comme d'habitude, partout où le FMI met le nez, ils détruisent tout sur leur passage, en échange de quelques miettes à accorder à l'Ukraine. Donc là, si ça continue, ils vont finir au niveau sanitaire de la Somalie ou du Lesotho. Hein, je crois que c'est ça. C'est assez semblable à ce qui se passe en Grèce. Hein. Oui, en Grèce c'est pareil. De toute façon, à partir du moment où ces bailleurs de fonds arrivent, à chaque fois ils foutent en l'air toute l'infrastructure sociale, tous les systèmes de soins de santé, privatisent tous les besoins vitaux. Enfin, c'est vraiment n'importe quoi. C'est du pillage. Oui, complet. Et alors, là on parlait un petit peu plus tôt des supports pro-Ukrop qui allaient s'étouffer avec leur Vareniki, avec ce que l'OSCE a sorti sur le fait que non, il n'y a pas trop plus dans le Donbass. Mais même la justice ukrainienne leur met des quenelles aux autorités, puisque la cour d'appel de Kiev a confirmé un premier jugement refusant de valider le fait que la Russie mène une agression armée contre l'Ukraine. Donc non seulement l'OSCE leur a mis une belle quenelle, mais alors là, c'est carrément la cour d'appel de Kiev qui leur en met une deuxième. Donc voilà, même la justice ukrainienne refuse de couvrir les hallucinations psychotiques du président et des radicaux ukrainiens. Il arrive un moment donné où certaines personnes qui sont un petit peu raisonnables se disent que si depuis 2 ans aucune photo crédible n'est sortie de cette histoire... Voilà, c'est aucune preuve qui tienne la route. Hein. Il y en a quand même qui veulent pas se plier à l'hallucination collective qui a lieu actuellement en Ukraine. Donc là, ils ont quand même un os dans le pâté. Donc il semble qu'ils veulent se pourvoir en cassation. Je pense que ça va être du plus grand comique. Mais donc, définitivement, non, il n'y a pas de... J'ai encore lu récemment des pro-Ukrop qui nous sortaient ça, là, le coup de l'invasion russe. Ça va alimenter la rubrique et pendant ce temps à Kiev. Hein, ouais, là, mais je crois que chaque semaine j'en aurai, parce que de toute façon, chaque semaine, Kiev nous sort des nouveaux délires, nous sort des nouvelles conneries. C'est ubuesque. C'est un cirque à ciel ouvert ou un asile psychiatrique au choix. Oui.
Rayon, on va dire, un peu plus divers. Donc, hier, notre directeur, Janusz Putkonen et moi-même avons été les premiers volontaires civils européens à recevoir le passeport de la République populaire de Donetsk, en récompense de notre engagement pour la République et du partage de ses valeurs. Le passeport nous a été accordé, comme promis, lors d'une conférence de presse il y a quelques semaines par le président de la République populaire de Donetsk lui-même, Alexander Zakharchenko. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas vu le petit reportage avec les photos. Et voilà. Le petit passeport. Il n'y en a pas beaucoup de ceux-là. Hein. Il n'y en a encore pas beaucoup de ceux-là, et donc voilà. Donc j'ai le passeport de la DNR. Voilà. Il a l'air joli en plus. Hein. Ah, il est très beau en plus, il est vraiment magnifique. Voilà, je te montre vite fait. C'est la récompense pour ton implication dans l'information. Celle de mon directeur surtout, qui lui a été le premier à le recevoir. Il est là depuis plus d'1 an maintenant. Oui. Il a pris beaucoup de risques en montant cette agence de presse qu'est Denis. Il s'est beaucoup investi pour en faire un média à dimension internationale, pour faire savoir ce qui se passe ici à des audiences qui couvrent maintenant 11 langues. C'était une nécessité absolue. Hein. C'était une nécessité absolue, et c'est lui qui l'a fait, qui a eu ce courage-là de tout abandonner chez lui pour venir ici pour faire ça. C'est très courageux et voilà. Ouais. Donc c'est vrai que Alexander Zakharchenko a reconnu ça. Donc en plus de reconnaître désormais Doni comme agence de presse officielle internationale de Donetsk, il a décidé aussi de nous récompenser avec ses passeports. Qui sont la preuve, et de notre engagement et du fait que nous partageons les valeurs de la République populaire de Donetsk. Donc on est très très fiers, on était vraiment contents comme des gosses à Noël. C'était Noël en avance hier. Ah oui, oui. Donc, en défendant la réalité, la vérité, et en contribuant à briser la chape de plomb de la propagande tanesque dans les médias occidentaux. Hein. C'est ça le truc. Ouais. Donc voilà, donc on va continuer notre travail, encore et toujours, et n'en déplaise au soutien pro ou crop, on est là, on est bien là, et on va continuer, et on va continuer de montrer la vérité, même si elle ne vous plaît pas, et on va continuer à se battre pour que la vérité soit sue, et pour que cette vérité serve un jour à ce que justice soit faite. Oui. Ça, c'est vraiment une valeur que et Janusz et moi-même partageons, cette volonté vraiment de révéler la vérité et de faire en sorte qu'un jour la justice puisse avoir lieu, qu'un jour tous ces faits puissent être utilisés, toute cette vérité qui aurait été montrée pour rendre justice à toutes les victimes de ce conflit qui avait rien demandé à personne. Absolument. Il y a 2 ans, à part simplement qu'on respecte leurs droits les plus fondamentaux, de parler leur langue et de vivre libre, et de pas vivre sous la menace de bandes nazies, et voilà, pour ça on leur a envoyé les chars, l'armée ukrainienne a été envoyée, la garde nationale, pour les massacrer. Donc il faudra qu'un jour ait lieu ce grand tribunal pénal international qui condamnera une bonne fois pour toutes non seulement les responsables ukrainiens, mais aussi tous leurs complices, comme on disait la dernière fois, donc des gouvernements occidentaux, mais aussi des journalistes, les propagandistes. Les très nombreux journalistes occidentaux qui se sont laissés complètement aller à relayer la propagande de Kiev. Oui, mais puis en toute connaissance de cause, parce que, comme je disais la dernière fois, certains sont basés même à Kiev, donc ils n'ont même pas l'excuse de dire que ils ne voient pas ce qui se passe en termes de manifestations extrêmement violentes de ces bataillons nazis, quand certains des leurs sont arrêtés pour des crimes qui sont avérés, ou qui se comportent comme une véritable mafia. Ils peuvent pas dire qu'ils ne savent pas. C'est pas possible. Ça marche pas. Ça. Et depuis la Seconde Guerre mondiale, j'avais reçu des ordres n'est plus une excuse valable. Absolument. Et puis c'est une nécessité pour l'humanité que de transmettre cette vérité. Et j'espère qu'elle servira à charge contre ces gens-là, parce que
Parce qu'en réalité, il n'y a pas 56 médias dans le Donbass pour transmettre l'information à l'Occident et contrecarrer la propagande occidentale. Hein. Non, ça c'est clair. Donc voilà, donc nous on va continuer encore plus, toujours plus, et on va faire en sorte que les choses aillent dans le bon sens ici, voilà, montrer que ici les choses s'améliorent et que ici on construit quelque chose d'alternatif. Voilà. Et puis avec des idées nouvelles aussi. C'est ça. Une capacité de changement qui n'existe plus, même en France. Hein. Là, ici, tout est verrouillé, les gens étouffent, et les prochaines semaines risquent fort d'être assez mouvementées, puisque le 15 septembre, il y a une manifestation nationale, toujours contre cette loi El Khomri. Et donc, il y a un contraste extrêmement violent entre ce qui est en train de se produire de salvateur dans le Donbass et ce qui est de totalement étouffant et dictatorial en Europe, et tyrannique en France et en Europe occidentale. Oui. Très bien. Donc voilà. Très Je ne sais pas si tu as quelques questions par rapport. On constate simplement que bon, effectivement, la trêve a permis de limiter entre guillemets assez considérablement le nombre de bombardements des Ukrainiens contre les civils. Mais elle réaugmente à nouveau et c'est surtout très important de constater que les Ukrainiens ont stocké énormément d'armes dans la zone proche de la zone grise. Hein. C'est de la zone dans la zone grise où normalement ne devrait pas se trouver tout cet armement lourd. Voilà. Donc complète violation des accords de Minsk. Sans qu'on voit l'ONU, qui pourtant avait exigé que les accords de Minsk soient appliqués, on ne les voit pas beaucoup réagir là-dessus. On se demande d'ailleurs s'il reste une seule arme ou une seule munition dans les stocks en Ukraine, partout ailleurs. Tellement ils ont concentré d'armement à proximité du Donbass. Il y a eu certaines fois où dans les rapports de l'OSCE, quand ils visitent ces stocks d'armes où elles sont censées se trouver, vous en avez trouvé plusieurs qui étaient complètement vides. Voilà. C'est pour ça qu'il faut malheureusement s'attendre à quelque chose de grave d'ici probablement la fin de l'automne, sans problème, hein, puisque l'automne, on va bientôt y être, dans une petite quinzaine de jours, même pas. Hein. Oui. Dans une grosse dizaine de jours, on sera en automne, donc très rapidement dans le Donbass, les premières neiges, les premiers froids vont arriver, et là ça va devenir extrêmement compliqué, comme tu le disais la dernière fois, c'est-à-dire que le chauffage, par définition, va devenir extrêmement lourd sur le plan financier pour les budgets des Ukrainiens, quoi, des civils ukrainiens. Oui, voilà. Donc, on est en mode wait and see encore et toujours, et puis on va voir quand est-ce que ça explose, mais c'est inévitable de toute façon. Donc... On va constater ça durant les prochains sitrep. Je suppose que l'actualité ne manquera pas d'être consistante à ce niveau-là pour les prochains comptes rendus de ce qui se passe dans le Donbass. Ouais. Voilà. Merci beaucoup Christelle, bonne semaine et à samedi prochain. Prudence. À samedi prochain. Ciao. À samedi prochain. Au revoir.